La normalisation et la crise, Gorbatchev et Deng Xiaoping célèbrent la réconciliation sino-soviétique, mais à Pékin, 400 000 personnes réclament plus de démocratie. À Beyrouth, l'explosion d'une voiture piégée à l'ouest tue 20 personnes, dont le chef spirituel des musulmans sunnites. Première à l'Assemblée, la motion de censure des rénovateurs contre la politique européenne du gouvernement sera votée ce soir par l'opposition, à l'exception de ses présidents de groupe. Le numéro 1 du luxe blanchi par la commission des opérations en bourse, pas de délit d'initié pour le contrôle du groupe Vuitton-NC. Son président Bernard Arnault s'explique dans ce journal. Le Mans à 1 heure de Paris, le TGV Atlantique sera présenté demain au chef de l'État. Madame, Monsieur, bonsoir. À Beyrouth, entre tant de haine et de complots croisés, sa voix continuait de prêcher la modération et la réconciliation de tous les Libanais. Il en est mort. Cheikh Hassan Khaled était la plus haute autorité religieuse des musulmans sunnites. Il a été tué en fin de matinée par l'explosion d'une voiture piégée. L'explosion visait un homme, elle en a tué 20 et blessé 75 au moins. Patricia Coste. 150 kilos de TNT dans une voiture en stationnement, dans un quartier populaire, à 1 heure de grande affluence, les assassins du grand Moufti ne se sont pas posé la question du choix des moyens pour atteindre leur but. 20 morts, des dizaines de blessés, 2 immeubles éventrés pour atteindre un homme, l'occupant de cette carcasse noirâtre, la Cadillac blindée de Cheikh Hassan Khaled, chef spirituel des musulmans sunnites de Beyrouth, dont le corps calciné est extrait des tôles. Et le Liban a encore perdu un de ces hommes qui faisait sa fierté. Respecté tant du côté du monde arabe que du monde chrétien, il était connu pour sa probité, sa modération et surtout son indépendance d'esprit. À plusieurs reprises, le chef religieux s'était rendu à Damas pour expliquer au président syrien Assad pourquoi il ne pouvait pas faire allégeance à son régime. Il prônait sans relâche une solution interlibanaise. Ce soir à Beyrouth, un homme doit maintenant se sentir bien seul, Selim Oss, dernier représentant des sunnites libanais et premier ministre des musulmans. Dans une brève déclaration, il a parlé de son intention de ne pas dévier du chemin de la modération tracé par le Moufti martyr, mais lui en laissera-t-on le choix? Les deux chefs de gouvernement libanais, le musulman et le chrétien, condamnent l'un et l'autre cet assassinat. Mais l'agence de presse syrienne accuse déjà le général Aoun d'avoir organisé l'attentat. Et puis au Liban Sud, nouvel enlèvement d'un ou de plusieurs Allemands travaillant pour une organisation humanitaire. La prise d'otage intervient à la veille de l'annonce en Allemagne fédérale du verdict du procès du terroriste présumé Ahmadi. Ils étaient sans doute 400 000 tout à l'heure, 400 000 personnes de tout genre et plus seulement des étudiants à réclamer en plein centre de Pékin la démocratisation du régime chinois. Un régime qui, en célébrant la réconciliation avec Moscou, entendait réussir une opération diplomatique et symbolique de première importance et qui en fait patauge dans une crise profonde. Paradoxe, c'est le nom de Gorbatchev qui sert de slogan aux manifestants. Georges Bortely a passé la journée sur la place Tiananmen. Ils tiennent, les grévistes de la faim. Ils tiennent, mais c'est dur. Depuis samedi matin, rien qu'un peu d'eau dans l'estomac, et sur eux, le vent et la poussière de la place Tiananmen, la plus grande place du monde, la plus vaste tribune que le monde ait connue pour une revendication de dignité, de liberté. Ils tiennent, mais c'est de plus en plus dur. Plus de 250 ont déjà été évacués vers les hôpitaux de Pékin et la sirène des ambulances est maintenant, place Tiananmen, le bruit le plus familier, après le rugissement des haut-parleurs qui transmettent discours et slogans. Heureusement, beaucoup d'étudiants en médecine sont là pour aider leurs camarades. Cela rassure un peu, tout juste, les familles, les proches des grévistes de la faim, qui sont souvent là, elles aussi, dans une atmosphère tendue. Jusqu'à quand tiendront-ils? Autrement dit, qui des étudiants ou du gouvernement gagnera cette épreuve tacitement engagée? En fait, la détermination semble bien du côté des étudiants.
Un gréviste de la faim nous dit « Le gouvernement a adopté à notre égard une position irresponsable et c'est à bout de patience que nous faisons la grève de la faim. Nous la continuerons aussi longtemps qu'il le faudra. » Les étudiants ont amassé aussi beaucoup de dons. Ils ont amassé maintenant près de 100 000 francs en collecte et ils en ont profité pour acheter par exemple cette petite imprimerie pour diffuser des tracts. Donc on s'organise, oui, on s'organise déjà dans une atmosphère à la fois tendue, frémissante, tendre parfois. Et puis ce qui se passe place Tiananmen est maintenant connu jusqu'au fond de la Chine, jusqu'au fond de ce pays immense où la voix des étudiants est maintenant entendue. Et ça aussi, c'est un fait nouveau. Des têtes brûlées, nous avons aussi les nôtres. Mikhail Gorbatchev a tenté, selon son porte-parole, de consoler ainsi les dirigeants chinois en qualifiant les manifestants qui ont continué aujourd'hui de peser sur le déroulement de son séjour. La réconciliation officielle entre la Chine et l'Union soviétique a été pourtant scellée par une très longue poignée de main télévisée. Jean-Marc Ilouz. Une poignée de main de 60 secondes chrono pour dissiper 30 années de brouille entre l'ours et le dragon. Plus de 2 heures d'entretien entre Deng Xiaoping et Mikhail Gorbatchev pour sceller cette réconciliation et, je cite, le passage de la confrontation au dialogue pour sonner l'heure de la normalisation des relations entre deux partis communistes autant qu'entre deux États. Cette fin d'une longue période d'hostilité célébrée avec force banquet, ne signifie nullement la reconstitution du grand bloc communiste des années 50. Entre les deux géants communistes, la frontière territoriale et idéologique est trop longue pour que disparaisse du jour au lendemain toute rivalité stratégique. Aujourd'hui, après les garanties de bonne foi offertes par les soviétiques en Afghanistan et sur la frontière chinoise, on a pu discuter ferme sur le Cambodge. Mais les sourires de Pékin n'ont pas encore fait le miracle. Le chef du parti communiste chinois, qui a reçu à son tour ce soir le numéro 1 soviétique, a admis la nécessité de réformes politiques en Chine. Des réformes, a-t-il dit, qu'il faut synchroniser avec les réformes économiques. La politique n'en finit pas d'inventer des figures imprévues. Voici que ce soir, à l'Assemblée nationale, l'opposition s'apprête à voter une motion de censure contre la politique européenne du gouvernement. Entre les deux camps, le plus mécontent n'est pas celui qu'on pense, puisque le gouvernement ne court aucun risque d'être renversé, et que l'opposition, en revanche, s'en trouve divisée. Jacques Chirac, tout à l'heure, n'a pas caché sa colère. Une précision, la motion de censure est l'invention des rénovateurs. Les subtilités de la manœuvre avec Pascal Guimier. Dire que c'était une si belle journée. Trop chaud pour travailler, et pourtant... Branle-bas de combat dans les sous-sols de l'Assemblée. Réunion commune UDF-RPR à cause de ces rénovateurs qui décidément ne respectent rien. Objet du litige, motion de censure sur l'Europe. Bernard Pons et Jean-Claude Gaudin avaient fini par l'accepter, du bout des lèvres, mais à condition de la déposer eux-mêmes. On est président de groupe ou on ne l'est pas. Mais c'était sans compter avec les Barnier, les Baudis, les Daubert, bref, tous ceux qui veulent voler leurs propres ailes, quitte à passer par-dessus la tête de leurs aînés. Querelle byzantine sur le fond et la forme, résultat, une belle pagaille. Je ne vote pas la censure au gouvernement avec ceux qui en ont déposé le projet sans m'en parler. Je considère qu'à titre personnel, je ne suis pas lié par cette motion de censure, il va de soi. Bien entendu que je condamne la politique européenne du gouvernement. Président de groupe lui aussi, Bernard Pons, lui non plus, ne votera pas contre le gouvernement et il ne sera pas le seul au RPR. Restent les centristes, hormis Raymond Barre, fidèle à lui-même et deux de ses camarades, l'UDC votera la censure derrière ses amis rénovateurs. Ce que nous reprochons à votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre, c'est de limiter son ambition à être un honnête wagon européen alors qu'il devrait être l'une des locomotives de l'Europe. La métaphore aura au moins fait sourire des socialistes, trop heureux de stigmatiser les divisions de l'opposition. Quant à Michel Rocard, il a préféré exposer sa méthode appliquée à l'Europe. Cette manière-là repose avant tout sur la volonté. Une volonté lucide, qui connaisse et mesure les obstacles, mais une volonté opiniâtre qui sache les surmonter et répondre ainsi à trois nécessités constantes: négocier, décider, contrôler. La motion de censure sera mise au vote tard ce soir. Michel Rocard, en tout cas, pourra s'endormir tranquille. Son gouvernement n'est pas vraiment menacé.
En Nouvelle-Calédonie, les gendarmes ont pu à 3 reprises, hier et aujourd'hui, pénétrer sur le territoire de la tribu de Gossana, la tribu de l'assassin présumé de Jean-Marie Tjibaou et de Yewene Yewene. Les habitants ont cependant refusé de lever le barrage routier qu'ils ont édifié depuis la prise d'otage d'Ouvéa il y a 1 an. L'enquête sur les circonstances du double assassinat du jeudi 4 mai progresse. Hervé Bousini. Une arme, une seule, les a tués tous les deux. C'est ce qui ressort, semble-t-il, des premières expertises. Expertises effectuées sur les projectiles qui ont touché en pleine tête les 2 dirigeants kanaks. Peu à peu, les circonstances du double assassinat de Gossana se précisent. Ce soir-là, tous les hommes étaient debout au début de la cérémonie. La première victime des coups de feu a été Yewene Yewene. L'instant d'après, c'était au tour de Jean-Marie Tjibaou. On sait qu'un garde du corps a répliqué, tuant Djoubeli Wea. La plupart des témoins l'ont désigné comme le meurtrier présumé. Aujourd'hui, les expertises semblent confirmer qu'il est bien l'unique assassin des 2 chefs politiques. Et tant pis si un garde du corps du nom de Daniel avait évoqué le rôle d'André Tangopi comme probable 2e agresseur, l'actuelle inculpation d'assassinat pour Tangopi devrait donc être révisée. Un coup de téléphone anonyme reçu ici à la gendarmerie de Fayaoué a mis les autorités sur la piste d'un Mac 50. Un temps, on a pensé qu'il s'agissait de l'arme du crime. Il n'en est rien. Les expertises auraient établi que les balles retrouvées ne correspondent pas à cette arme. Dans un dispositif de sécurité impressionnant, la Cour d'assises du Rhône a ouvert aujourd'hui le procès de la branche lyonnaise d'Action Directe. Les avocats de la défense ont aussitôt demandé son report, mais la Cour l'a refusé. Dominique Verdeillan, Isabelle Béchler. Un palais de justice transformé en forteresse, 250 hommes en armes, des membres des groupes d'intervention de la police nationale, des tireurs d'élite. Tout était en place pour l'ouverture de ce procès fleuve qui doit durer 7 semaines. L'audience a commencé fort, très fort, entre l'énergie un peu sèche du président Sardini et la détermination des ténors d'Action Directe. Le président, Maxime Frérot, levez-vous. Frérot, vous ne vous levez pas, moi non plus. Le président, veuillez décliner votre état civil. Frérot, vous avez devant vous les renseignements que vous me demandez. Le président Sardini de lire l'état civil de Max Frérot. Réponse de l'accusé. C'est très bien, je vois que vous savez lire. Le ton était donné. Après lui, Émile Ballandras et Joël Crépet ont adopté la même tactique. Assis comme eux, Blanc et Olivier n'ont même pas daigné prendre le micro. Très vite, leur avocat, Maître Vergès, a tenté d'obtenir le renvoi sine die de ce procès. Un procès saucissonné, selon lui, où l'on ne juge que 33 hold-up et attentats de la région lyonnaise et non pas leur mobile, à savoir des attentats strictement politiques menés dans la région parisienne. De plus, de nouvelles informations ont été ouvertes il y a peu pour des faits que cette Cour, précisément, doit juger ici inacceptables, déclarait Maître Vergès. Il faut attendre que ces investigations soient menées à bien et que les nouveaux inculpés soient entendus. L'avocat général Coste a tenu bon, réfutant point par point les arguments de Maître Vergès. Il n'a pas convaincu pourtant, car même certaines victimes d'un hold-up d'Action Directe, la famille du convoyeur de fonds Del Rieux, assassiné, même cette partie civile a souhaité que toute la lumière soit faite sur les circonstances de l'assassinat de M. Del Rieux avant que l'affaire vienne devant la Cour. Les 7 magistrats ont délibéré durant 2 heures. Selon eux, l'affaire doit se juger en l'état malgré les faits nouveaux. On commencera donc demain la longue lecture du catalogue des méfaits de la branche lyonnaise d'Action Directe. LVMH. Les initiales peuvent vous paraître mystérieuses, mais quand je vous dis Christian Dior, Moët & Chandon, Louis Vuitton, Givenchy et j'en passe, vous savez que vous avez affaire au numéro 1 du luxe français qui entend bien devenir le numéro 1 mondial. La commission des opérations de bourse, qui avait été saisie de plaintes pour délit d'initié, a rendu aujourd'hui ses conclusions. Pas de délit de ce genre, mais dans la manière dont Bernard Arnault, le président du groupe, a consolidé son emprise, peut-être des reproches dont le procureur de la République pourra juger s'il le décide. L'affaire LVMH passionne depuis des mois les cercles industriels et boursiers, et la personnalité de Bernard Arnault, qui jusqu'ici restait muet, mais vous allez l'entendre tout à l'heure, Bernard Arnault donc divise l'opinion de ses pairs. Pourquoi? Claire Chazal. Bernard Arnault n'a pas perdu de temps. À 40 ans, le PDG de Louis Vuitton, Moët & Cie et donc de Dior est à la tête du premier groupe mondial du luxe. Il y a imposé ses méthodes que l'on dit rapides et sans complexe. Dernière décision en date, le départ de Marc Bohan, le créateur immémorial de la maison Dior, remplacé il y a quelques jours seulement par l'italien Gianfranco Ferré.
Marc Bohan aurait appris par la presse son éviction. Mais Bernard Arnault peut surtout se féliciter d'une jolie succession de coups financiers. Fils d'un grand patron d'immobilier du Nord, il reprend fin 84 le groupe textile Boussac aux frères Villot. Il en gardera Conforama, Le Bon Marché et surtout Dior. Mais il entre vraiment dans le luxe lorsque Henri Racamier, PDG de Louis Vuitton, associé à Alain Chevalier, le patron de Moët Hennessy, ici à sa gauche, l'appelle au secours afin de contrer l'offensive de l'anglais Guinness. Mauvaise surprise pour Henri Racamier, Arnault, le chevalier blanc, trahit et s'associe à Guinness. En janvier dernier, Alain Chevalier doit quitter la présidence de LVMH et Bernard Arnault le remplace sans tarder. Il a encore gagné une manche. Reste Henri Racamier qui veut préserver la tradition des métiers du luxe. Bernard Arnault qui préfère l'efficacité des managers, saura-t-il le convaincre? Et ce soir, Bernard Arnault sort de l'ombre. Il est vrai que jusqu'ici, vous vous teniez plutôt à l'écart des médias. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi cette discrétion? Écoutez, depuis le début de l'année, il y a eu une enquête dont on a parlé aujourd'hui, et j'estimais que l'existence même de cette enquête impliquait pour moi un devoir de réserve. Et je préférais donc ne pas parler de quelque chose qui était en cours, à l'inverse de certains autres qui n'ont pas manqué de me critiquer, comme vous l'avez remarqué. Alors là, on comprend, puisqu'on vient d'être initié par Claire Chazal, que vous visez probablement le vice-président que vous avez évincé. Je veux parler d'Henri Racamier, dont la famille contrôlait Louis Vuitton. Lui commente aussi à sa manière la décision, le communiqué de la COB tout à l'heure, et il estime, lui, que vous devez encore craindre la justice. Qu'est-ce que vous lui répondez? Écoutez, je crois que c'est très clair. Le rapport et les commentaires qui ont été publiés officiellement par la COB expliquent de manière très claire que toute mon action depuis un an ne comporte absolument aucune irrégularité. Et je dois dire que j'en suis satisfait parce que les rumeurs qui avaient été répandues, notamment par M. Racamier à ce sujet, étaient extrêmement désagréables et préjudiciables à la gestion du groupe. Non, pas moins que le procureur de la République va être saisi du dossier. Non, le procureur de la République est informé du problème de jurisprudence traité dans la dernière partie du rapport de la COB sur le délit d'initié. Je ne vais pas entrer dans ce problème très complexe, mais ça n'est pas du tout une saisine du procureur de la République. C'est une information pour un commentaire ou pour une appréciation de jurisprudence. En ce qui concerne les problèmes que vous avez évoqués, vous savez, il faut dépasser les problèmes de personnes. Je crois qu'en 87, une fusion a été réalisée entre Louis Vuitton et Moët Hennessy. C'est M. Racamier qui a réalisé cette fusion. Et sur le plan économique, c'est quelque chose de formidable parce que cette entreprise qui correspond et qui comprend maintenant la plupart des grandes marques françaises a un potentiel exceptionnel et va se développer. C'est probablement la première entreprise la plus connue au monde. Mais la difficulté, c'est que quand on fait une fusion comme ça, il ne faut pas s'étonner qu'au-dessus des filiales de Vuitton, de Moët & Chandon, de Hennessy, de Dior, il y a un groupe. Et le problème, c'est un problème fondamental. Veut-on gérer cette entreprise comme un groupe, le faire fonctionner comme un groupe, ou veut-on le gérer autrement? Moi, je veux et je pense que c'est l'intérêt des actionnaires de LVMH de le gérer comme un vrai groupe, c'est-à-dire de faire une vraie fusion. Si vous voulez, jusqu'au jour d'aujourd'hui, dans Louis Vuitton Moët Hennessy, c'est un mariage magnifique, mais qui n'a pas été consommé. Mais alors pourquoi choquez-vous à ce point le monde, il faut dire, un peu feutré et très traditionnaliste des métiers du luxe? Est-ce que c'est parce que vous êtes jeune, plein de sang, vous taillez votre chemin à coups de serpe financière? Non, pas du tout. Je crois que la finance n'est qu'un moyen. Si vous voulez, aujourd'hui, pour être industriel, pour progresser dans l'industrie, il faut aussi être financier. Et il est illusoire de penser progresser dans l'industrie sans être financier et sans pouvoir, par exemple, comme je l'ai fait avec Louis Vuitton Moët Hennessy, donner un actionnaire français et résister aux tentatives de démantèlement. Parce que j'ai été confronté au début de l'année à un projet de démantèlement qui aurait consisté à couper cette entreprise magnifique en morceaux et qui me paraissait contraire à l'intérêt économique de l'entreprise, à l'intérêt de ses actionnaires. Et donc j'ai dû me battre. Alors évidemment, je l'ai fait vite, mais c'était l'intérêt de l'entreprise et c'était aussi, je crois, l'intérêt de la France de défendre ce fleuron contre les attaques.
Alors, un mot encore, vous venez de limoger Marc Bohan, qui a été pendant des années, après Christian Dior, le maître styliste de la maison. Vous le remplacez par un Italien qui a beaucoup de talent, qui s'appelle Gianfranco Ferré, qui est le grand chouchou des Américains. Est-ce que c'est pour mieux pénétrer ce marché-là? Écoutez, le problème n'était pas du tout celui-là. Je n'ai pas limogé M. Bohan. J'étais confronté à un problème fondamental qui était l'avenir de la création chez Christian Dior, qui est la première marque mondiale de luxe. Et j'en avais parlé à plusieurs reprises avec Marc Bohan, qui lui-même m'avait fait part de son désir de prendre du recul. Et vous savez, dans la mode, quelquefois, il y a des opportunités et qui ne se représentent pas deux fois. Et c'était le cas de Gianfranco Ferré, et donc, qui est un des créateurs, comme vous venez de le dire, les plus connus et les plus célèbres au monde. Donc, en accord, après avoir mûri cette décision longtemps, et en accord avec Marc Bohan, j'ai décidé de le faire. D'ailleurs, Marc, qui est un ami, reste très lié à Dior et va travailler avec moi à la création d'une fondation. Eh bien voilà ces admiratrices rassurées. Monsieur Arnaud, merci. Nouvelle alliance entre Bouygues et Berlusconi. Après la télévision, le bâtiment, Berlusconi, l'entrepreneur italien, prend 2% du capital du numéro 1 mondial des travaux publics. Le Mans à 1 heure de Paris pour les usagers de la SNCF, ce sera vrai à partir de septembre prochain. Pour le président de la République, ce sera le cas dès demain, puisque M. Mitterrand empruntera pour la première fois la nouvelle ligne du TGV Atlantique entre Massy et Le Mans. Patrick Esther. 300 km/h dans le brouillard ou dans la pluie, ce sera un exploit quotidien pour le TGV en direction de la Bretagne et du sud-ouest. À cette vitesse, Paris-Montparnasse se trouve à 1 heure du Mans. Rennes à 2h05, Brest à 4h16, Nantes à 2h, Le Croisic à 3h15. En direction du sud-ouest, Paris-Tours durera 1h02, Poitiers 1h35, La Rochelle 3h. Avec les nouvelles rames grises et bleues, Bordeaux se trouvera à 2h58 de la capitale et Biarritz à 4h48. Ainsi, même sur ces destinations, le train va pouvoir entrer en concurrence avec l'avion. Ces temps de parcours ont été obtenus grâce à la construction de voies rapides entièrement nouvelles, entre Paris et Le Mans d'une part, et Paris-Tours d'autre part. Sur le reste du trajet, le TGV emprunte les anciennes voies. Les rames elles-mêmes sont différentes de celles utilisées sur le réseau sud-est. Moteur plus puissant, autorisant 30 km/h de plus, frein ultra perfectionné, pilotage assisté de 6 ordinateurs de bord. Chaque voiture est équipée d'un ordinateur que le conducteur consulte en temps réel, mais qui peut également être interrogé par radio depuis le Centre national de Paris. Pour le voyageur, cette sécurité accrue se conjugue avec un confort étonnant. La nouvelle suspension pneumatique évite les vibrations et le roulis. Ainsi, à 300 km/h, un crayon reste en équilibre. Enfin, pour les hommes d'affaires ou les bavards, il devient possible de téléphoner depuis le train en marche. Mais sachez que le tarif sera lui aussi étonnant. Monsieur Mitterrand, en tout cas, confiera ses premières impressions demain dans notre journal de 13h à William Lémergie. Et le président de la SNCF, Jacques Fournier, sera l'invité de Gérard Morin demain matin à 7h45. Les États-Unis offrent aux familles des militaires américains en poste à Panama la possibilité d'être rapatriés. C'est dire si la situation dans ce petit pays d'Amérique centrale inquiète Washington à la veille de la grève générale souhaitée par l'opposition. Le gouvernement, manipulé par le général Noriega, menace les grévistes de mesures énergiques et la situation économique est catastrophique. Sur place, Paul Naon. Nous sommes dans le centre de Panama et cette fresque géante appelle la population à chasser les Américains du pays. Qu'ils soient pour ou contre le régime, les Panaméens ne veulent pas d'une intervention directe des États-Unis. C'est peut-être la seule chose qui les unit. Ici, les Américains restent toujours les gringos. Il y a 2 ans encore, le Panama possédait le plus haut revenu de tous les pays d'Amérique latine et le plus fort taux de croissance. Aujourd'hui, tout s'est effondré, le pays est au bord de la banqueroute, car depuis 2 ans, les États-Unis ont gelé les recettes du Panama de près de moitié. Le Panama ne produit rien, il ne vit que de ses services, les banques, 117 au total pour 2 millions d'habitants. L'oléoduc, son port franc,
le plus important après Hong Kong, et bien sûr le canal de Panama. Hier, pour la première fois, le gouvernement n'a pas pu payer ses fonctionnaires et l'opposition compte sur la grève de demain pour porter un coup décisif au régime. Pour l'instant, chaque camp compte ses troupes, mais si le calme est revenu dans les rues de la capitale, la population reste partagée sur les solutions pour régler la crise. Cette grève n'est vraiment pas nécessaire. Il faut plutôt qu'on travaille, qu'on produise et qu'on mange. Moi, je voudrais que les Américains nous aident plus et qu'ils restent au Panama. Le général Noriega, il faut qu'il parte ou il peut rester. Il doit s'en aller. On n'en veut plus. Demain donc, journée capitale pour le Panama. En effet, l'opposition a appelé à une grève totale, avec en toile de fond un général qui ne veut toujours pas quitter le pouvoir et un président des États-Unis qui a appelé le peuple panaméen et l'armée à chasser le dictateur. Les heures qui suivent risquent d'être explosives. Il y a moins de guerres dans le monde, les dépenses d'armement baissent, mais les ventes d'armes augmentent. C'est l'une des informations paradoxales du rapport annuel de l'Institut suédois de recherche sur la paix. La France reste le 3e exportateur mondial d'armement. Éric Perrin. Baisse de 7% des ventes d'armes françaises en 1988. Avec un montant de 19 milliards de francs, la France reste néanmoins le 3e exportateur mondial d'armes derrière l'Union soviétique et les États-Unis. L'Institut international de la recherche pour la paix constate une tendance générale à la baisse des dépenses d'armement dans le monde. Rupert Murdoch et Robert Maxwell, les frères ennemis de la communication, associent leurs intérêts dans le domaine de la télévision. Un accord permettra la diffusion des 5 chaînes satellites de Sky TV appartenant à Rupert Murdoch sur le réseau câblé de Robert Maxwell. Moyennant plusieurs dizaines de millions de francs, Sky TV touchera ainsi un plus grand nombre de foyers en Grande-Bretagne, l'équipement en antenne parabolique restant largement en dessous des prévisions. Épuisés mais heureux, les 8 membres de l'expédition internationale Icewalk ont finalement atteint le pôle Nord après avoir parcouru 780 km à ski de fond en 56 jours. Le but de l'opération était d'attirer l'attention sur la dégradation de l'environnement dans l'Arctique. Sous le soleil de minuit et par moins 30 degrés, les 8 hommes ont été récupérés par avion au pôle. Commentaire de l'un d'eux, je ne rêve que d'une chose, m'étendre sur une plage dorée quelque part dans une île. C'est le cas des concurrents de la Transat, mais ils ont quitté Saint-Barthélemy aux Antilles aujourd'hui pour rejoindre l'Orient. 7000 km de traversée qui promettent du suspense puisque 2 heures seulement séparent Jean Morel, le vainqueur de la première étape, d'Éric Tabarly. Jean Mabert. Comme pour la première étape, le départ est donné en 2 temps. Les maxi monocoques d'abord avec le Britannique Defender en tête, devant le Finlandais Baltic et le Suisse Fellman. Tous ne sont pas repartis. Jean-Yves Terlin, Perron et Poupon attendent leurs compères de la course autour du monde, Titon-Lamazou. Une demi-heure plus tard, c'est au tour des multicoques avec Éric Tabarly en premier pour franchir la ligne. Déjà à ses trousses Jean Morel. Dès le départ, les 2 hommes se lancent un grand défi sur l'Atlantique et sur une seule coque. 1 heure plus tard, lancé à près de 20 nœuds, 40 km/h, il rattrape et dépasse déjà les premiers monocoques. Mais derrière, un drame se joue. Perdu au milieu de la flotte, Florence Artaud et son trimaran ont touché une barrière de corail. Avarie suffisamment grave au point de rentrer au port et d'abandonner la course. À 23h50, Henri Sagnier vous donnera les dernières informations de la journée. Mais tout de suite après ce journal, Sophie Davant vous parlera du temps. Il fera encore superbe demain. Elle vous parlera aussi du passeport pour la vie, l'opération d'Antenne 2. Elle vous en dira un mot dans un instant. J'ai tout juste le temps, moi, de vous montrer ce supplément que vous pourrez trouver demain si vous achetez le journal Libération. Il s'agit de la traduction en français de l'un des tout premiers numéros du nouveau quotidien polonais publié par le syndicat Solidarité. C'est émouvant et tout à fait passionnant. Voilà, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Très bonne soirée sur Antenne 2.